Seul. Contre tous. Sud Radio. Philippe David. La télé française est une télé poubelle. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir deux voix féminines bien connues des auditrices de Sud Radio avec Sylvia Kahn, auteure de Mon ado est un gros naze, qui s'est déjà vendu à 35 000 exemplaires, et Mon ex est un gros naze aux éditions Jungle, et Anaïs Makinet-Dennecker, dont le dernier livre, Pour quelques minutes de célébrité, est édité par les éditions Anne Carrière. Toutes les deux font partie de la Dream Team d'Isabelle Bresse dans l'émission Sud Radio C'est vous, qui passe toutes les après-midi de semaine de 15h à 17h. Allez, mesdames, le principe c'est que je sois contre vous. Sylvia Kahn, est-ce que vous avez quand même comme moi la nostalgie de ces émissions intelligentes qui ont disparu de nos écrans ? Alors, avant toute chose, je vais vous faire un petit plaisir, comme ça vous allez être détendu, Philippe. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui tombe en sol. Voilà, ça va mieux, voilà. Ça me rappelle les mercredis sur TF1, avec Brock et Schnock, vous savez, les deux extraterrestres verts. Mais oui, mais non, mais je n'ai aucune nostalgie, je vais vous dire pourquoi, parce que je voudrais revenir sur un point très important. Vous avez beaucoup parlé de télé-réalité, mais c'est plus on en parle et plus on a l'impression qu'il y en a. Alors qu'évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir moins de buzz sur la grande librairie où personne n'est à poil, où personne n'est en maillot de bain et où personne ne couche avec personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi pour ça que vous avez cette impression que la télé-réalité déborde de partout. Voilà, j'avais envie de dire ça au départ. Alors moi, je dirais que les codes de la télé-réalité aujourd'hui ont quand même petit à petit entamé la manière de fabriquer des programmes quels qu'ils soient. Je prends un exemple concret. Quand vous regardez sur TF1 l'émission Baby Boom, c'est une émission de documentaire au sein d'une maternité et on reprend tous les codes de la télé-réalité, c'est-à-dire les 50 caméras disséminées dans l'hôpital et on assiste aux accouchements en direct sous l'œil d'une caméra assez impudique, avec ensuite derrière les rassurez-moi, c'est quand même flouté. Des accouchés dans un confessionnal. Donc on est quand même bien dans une télé-réalité qui a débordé sur tous les genres. Rassurez-moi, c'est quand même flouté les accouchements, non ? Ah non, vous les avez quasiment... non, vous voyez tout. Hein. Ah oui, effectivement. Vous êtes d'accord ? Oui, enfin, je crois qu'on voit pas les poils, on n'a pas le droit. Non, mais on voit bien ça le change bébé tout. sanguinolent sortant de sa maman, ce qui est la nature en soi. Non, je suis d'accord, Anaïs, mais en fait, il faut qu'on fasse attention, si je peux me permettre, Anaïs, de vous reprendre. Mais je vous en prie. Tout à fait, absolument, et bonne année encore. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a la télé-réalité. Je pense que Philippe, vous me reprendrez Philippe avec votre Colargol, si je me trompe, parle plutôt des ch'tis, des machins, des secret stories et tout ça. Alors que là, quand on parle par exemple, de Baby Boom, c'est vrai qu'ils ont un peu emprunté la télé-réalité, mais c'est plutôt du documentaire, du réel en fait, où on raconte la vraie vie des gens. Pour moi, la vraie télé-réalité, c'est tout ce qui est enfermement, c'est-à-dire des gens qui sont filmés 24 heures sur 24 et qui sont quasiment enfermés dans une maison et dont on voit tout, justement, du poil à la coucherie, en passant par les gros seins et tiens, je vais coucher avec Kevin, non, finalement, je vais plutôt prendre Brandon. Voilà, en gros, hein. Anaïs, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'avez pas dit, alors, Sylvia Kahn est nostalgique de Colargol. Vous avez la nostalgie de quelles émissions de cette belle époque ? Je ne dirai pas votre âge, ça ne se fait pas pour les dames. Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, une émission comme 7 sur 7. Puis évidemment, moi, je suis plus déjà l'époque... J'ai quand même connu la modernité de la télévision, puisque j'ai quand même grandi avec le Club Dorothée. Hein. J'ai 44 ans aujourd'hui, donc voilà. Ma nostalgie, elle est plus... Oui, moi, je me souviens aussi des grands débats de Michel Polac, qui étaient quand même super bien orchestrés. Voilà, ma nostalgie, ce serait ça, mais je suis pas quelqu'un de nostalgique. Je rejoins Sylvia là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a du bon aussi à prendre dans la télé d'aujourd'hui. Néanmoins, je suis d'accord sur le fait que la télé-réalité a vraiment marqué un tournant dans la manière de fabriquer les émissions et de les envisager. Moi, j'ai envie de dire encore une fois qu'on en parle énormément de la télé-réalité, mais prenez un magazine de télé, Philippe, vous allez voir, il n'y a jamais eu autant, par exemple, de fiction, de ce que j'appelle de la fiction lourde, sur des thèmes extrêmement forts comme l'emprise sur TF1 ou comme Une chance de trop sur les violences faites aux femmes. Vous n'avez jamais eu autant de magazines formidables comme Cache Investigation, Enquête exclusive, Complément d'enquête, j'en passe parce qu'il y en a tellement où vous êtes informés, envoyé spécial. Il n'y en a jamais eu autant. On peut complètement ne jamais regarder. Moi, je vais vous dire, je ne regarde jamais la télé-réalité
télé-réalité. Ça m'insupporte, je ne comprends pas du tout ce truc-là. C'est de toute façon les jeunes beaucoup qui regardent. Et vous pouvez complètement éviter ce type d'émission en regardant de la fiction, en regardant du jeu. Par exemple, Money Drop, c'est très amusant, on apprend plein de choses, on s'amuse et on peut gagner plein de sous, et voilà. Je veux dire, il y a une offre, en fait l'offre pour moi n'a jamais été aussi grande. Et j'ai du mal à comprendre quand on dit il n'y a rien à la télévision. Bah si, par exemple, il n'y a jamais eu autant de films. Vous pouvez voir des films de De Funès, de Bourvil. Hier soir, je crois qu'il y avait Yves Robert, La guerre des boutons, qui est mon film préféré d'ailleurs. Je suis sûre que ça va passionner les auditeurs. Un vieux film en noir et blanc. Oui, mais énorme. Vous avez tous les films de Funès, de Bourvil, tout ça. Mais c'est énorme. L'offre n'a jamais été aussi énorme. Et je ne suis pas nostalgique. Bien sûr, j'ai aimé Colargol et je l'aimerai toute ma vie. Mais franchement, aujourd'hui, je regarde la télé avec plaisir. Je choisis. Et il y a énormément de choses à voir. Énormément de choses. Sylvia Kahn, vous avez dit j'ai beaucoup aimé Colargol. Colargol, j'ai l'impression que c'est un peu votre ex, mais c'est quand même pas un gros naze pour vous. Non, ça n'a jamais été un gros naze. Non, c'est vrai. Mais enfin, on était très jeunes quand on s'est connus, d'un autre côté. Voilà. Ah oui. C'est pour ça. Anaïs. Oui, non, moi je suis d'accord avec Sylvia sur plusieurs points. Sur le fait qu'effectivement il faut pas être nostalgique et qu'aujourd'hui le nombre de chaînes de télévision permet de choisir son programme à la carte et donc de ne pas subir les émissions qu'on n'a pas envie de regarder. C'est une réalité. Néanmoins, pour avoir travaillé, et pour travailler encore d'ailleurs, côté coulisses à la fabrication des programmes comme le fait Sylvia, je trouve qu'aujourd'hui il y a tout de même une dictature du formatage de chaque émission qui fait que les programmes se ressemblent de plus en plus, en fait, quel que soit le genre que vous défendez d'ailleurs. Mais moi, quand vous avez parlé par exemple de l'émission Baby Boom, quand on se souvient, j'ai parlé de la fameuse bimbo dans la piscine, c'était en 2002, donc ça date quand même pas d'aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans. Quand on voit tout ça, moi j'ai l'impression que la télé c'est devenu une télé VSD. Vous savez ce que ça veut dire VSD dans ma pensée ? Voyeurisme, sexe et débauche. Est-ce que c'est pas un peu de la télé VSD aujourd'hui ? Bah, là encore, bonne année. Parce que quand même, les accouchements filmés, désolé, c'est pas de la télé. Non, sérieusement. Non, mais je suis pas. Enfin, j'ai regardé pour avoir regardé Baby Boom. Honnêtement, moi, je vais vous dire, j'ai mis sur M6 L'Hôpital des enfants et Chirurgien de l'espoir, réalisé par Gilles Demestre. C'était vraiment. Alors, je vous coupe. Chirurgien de l'espoir, j'avais vu une émission sur un chirurgien qui faisait de la chirurgie cardiaque, qui avait sauvé une petite Vietnamienne. Et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Et voilà, tout ce qu'on a fait avec Gilles Demestre, c'était formidable. L'Hôpital des enfants, c'était formidable. Et il y avait des accouchements. Moi, je pense que je l'ai vu, Baby Boom, ça ne me choque pas. Bien évidemment, comme le dit Anaïs, il y a des castings. J'espère que je me trompe pas en reprenant ce que dit Anaïs. Anaïs, vous me coupez puis vous me raccrochez au nez. Voilà, il y a évidemment des formatages, il y a des castings particuliers parce que on va pas se mentir. Si vous prenez des gens qui viennent accoucher puis dont on se fout complètement parce qu'ils n'ont aucune personnalité, personne ne va regarder. Voilà, maintenant, moi, Baby Boom, je l'ai vu une fois, ça ne me choque pas, je trouve ça plutôt amusant, et ça n'est pas, c'est pas choquant, tout le monde peut regarder, la naissance de bébé, c'est toujours, moi j'adore ça, je trouve ça assez charmant, mais je pense qu'il faut pas faire une obsession. Si vous me permettez, Sylvia, la différence avec le programme que vous avez produit pour M6 et qui était effectivement au sein de l'hôpital des enfants malades, l'hôpital Robert Debray, on sentait bien la dimension journalistique de ce programme-là, la présence du journaliste, de la caméra, de l'ingénieur du son. On sentait aussi une certaine pudeur de l'équipe, etc. Baby Boom, on est quand même dans un. Alors, j'ai rien contre cette émission. Je peux aussi la regarder pour me changer les idées, c'est pas le problème. Mais je trouve que le fait de disposer 50 caméras dans une maternité, également dans les ascenseurs, où vous avez par exemple les papas qui paniquent et qui dragouillent par exemple les infirmières dans les ascenseurs. On a quand même vu ça dans Baby Boom, c'est énorme. Sympathique pour les mamans en train d'accoucher. Je trouve ça assez putassier, quoi. Voilà. Donc c'est ces codes-là de la télé-réalité que j'ai du mal à accepter
sur des émissions qui devraient être dites politiquement correctes, parce que comme vous dites, derrière, on appelle ça un documentaire. Donc il faut tout de même remettre les choses à leur place. Ah mais Anaïs, vous êtes donc d'accord avec moi, c'est une télé VSD, voyeurisme, sexe et débauche. Je suis assez d'accord avec vous, oui, globalement, oui, mais ça me désole d'ailleurs. Ça me désole quand on est, nous, à la fabrication de ce type d'émission, si vous voulez. Parce que, du coup, quand vous êtes journaliste, on vous donne presque un scénario de départ avant de partir en tournage, et ensuite, il va falloir faire coïncider ce que vous avez en réalité sur le terrain avec la commande de départ qui n'est pas toujours très documentée, vous voyez ? Non, mais moi, je suis pas d'accord, parce que du coup, c'est moi qui suis seule contre tous, Anaïs, c'est horrible. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour démarrer cette année? Mais mon année va être foutue, quoi. Vous êtes tombé dans un traquenard, Sylvia Kahn. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. La télé française est une télé poubelle, c'est le thème du premier Seul contre tous de cette année 2016 et je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une très belle année 2016. Alors pour en débattre, j'ai deux voix féminines bien connues des auditeurs de Sud Radio, avec Sylvia Kahn qui est multicarte, qui est un couteau suisse, tout comme Anaïs Maquinet de Necker. Allez, on va juste présenter leur dernier livre. Mon ado est un gros naze et mon ex est un gros naze pour Sylvia Kahn aux éditions Jungle, et pour Anaïs Maquinet de Necker, pour quelques minutes de célébrité aux éditions Anne Carrière. Alors mesdames, moi je vous parlais de la télé intelligente, vous avez parlé, tiens, Anaïs Maquinet de Necker, d'une émission que vous aimiez, qui était celle de Michel Pollack, qui s'appelait Droit de réponse. Comment est-ce que vous m'expliquez toutes les deux que les émissions de débat aient carrément, totalement disparu à la télévision française? Alors moi, si je peux répondre la première, je dirais que c'est parce qu'aujourd'hui, le contrôle est permanent quand on travaille en télévision. Le premier contrôle, c'est celui du CSA. On ne peut pas parler librement de tout, on est hyper surveillé. Et le deuxième contrôle se fait au sein même des chaînes, c'est-à-dire que les chaînes forcément vivent de la publicité et les annonceurs ont énormément de pouvoir et de mainmise sur le contenu des émissions, des débats, des reportages, etc. On ne peut pas parler de tout avec autant de liberté qu'à cette époque-là où la télévision était nettement moins contrôlée. Mais ce que vous dites en clair, c'est que la liberté d'expression a diminué? Oui, absolument. Pour moi aujourd'hui, c'est le gros problème de la télévision, c'est le formatage et le manque de liberté, oui, pour les journalistes, bien sûr. Vous pouvez nous citer des sujets dont on ne peut pas parler? Par exemple, si vous voulez faire un sujet qui, par exemple, dénoncerait les méfaits d'une crème solaire, voilà. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. Bon, à partir du moment où le plus gros annonceur de la chaîne est un fabricant de cosmétiques, c'est absolument impossible d'aller sur ce terrain. Ou alors, il va falloir se battre. Et il y a souvent, d'ailleurs, un conflit entre les services pubs des chaînes et les services contenus. Mais alors, avant de redonner la parole à Sylvia Kahn, mais dans ces cas-là, il y a la télévision de service public. Elle dépend pas des annonceurs. Pourquoi est-ce qu'elle en parle pas? Alors justement, la télévision de service public a un peu plus de liberté que la télévision privée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense notamment au reportage qui a été fait dans les coulisses de Coca-Cola, et c'est France Télévisions qui avait pris en fait la responsabilité de diffuser ce reportage. Et c'est d'ailleurs un excellent reportage, un reportage qui n'aurait absolument pas pu être diffusé sur une chaîne privée, puisqu'on sait tous que Coca-Cola est un très gros annonceur. Sylvia Kahn, pourquoi elles ont disparu ces émissions de débat de la télévision française? Plus comment faire pour vous parler, Philippe, je ne sais plus, je suis perdue. Mais bonne année à tous les auditeurs, parce que là, franchement, je suis au bout du rouleau. Mais non, j'ai envie de dire une chose, je n'ai pas envie de répondre à votre question. Tant pis pour vous, je fais ce que je veux, on est en 2016, youpi. Non, mais voilà, moi j'ai regardé des paroles et des actes. Par exemple, je regarde Ruquier, et dans Ruquier, le soir, à 22h et quelques, là, il y a du débat sur des bouquins, sur des choses qui ont été dites en politique, sur des pièces de théâtre. En fait, je vais vous dire, ça m'est complètement égal qu'il y ait plus un grand débat avec ceci, cela. Je regarde autre chose à la télévision et je dis, allez, allons-y, marrons-nous. Je regarde par exemple des pièces de théâtre qui me font marrer sur toutes les chaînes. Il y en a eu sur France Télé, il y en a eu sur M6. Voilà, maintenant tout le monde se permet de montrer de l'humour. On a vu la pièce de Stéphane Plaza, on a vu la pièce avec tous les animateurs de France Télé, une pièce de Fédo, et je me suis amusée. Voilà, je regarde des séries comme Soda, je regarde des séries comme Scène de ménage. C'est pas grave que la télé, et Anaïs a tout à fait raison, merci Anaïs,
vraiment d'être là. Parce que voilà, effectivement, il faut que la télé vive. Donc il faut accepter maintenant que la télé nous serve autre chose. Et moi, je vous assure, l'offre, elle est énorme. Et les gens, d'ailleurs, regardent énormément la télé. On va pas se mentir. Quand vous êtes dans un dîner, moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est « Ah, c'est nul ça, je suis tombée par hasard ». Alors, comme par hasard, c'est le cas de le dire, tout le monde tombe toujours par hasard sur un truc de nul. Hein, genre « Ah, je suis tombée par hasard là-dessus ». Par exemple, à l'époque de l'île de la Tentation, qui était quand même assez épouvantable, on va pas se la raconter, tout le monde disait « Ah, je suis tombée par hasard ». Bah, par hasard, ils ont regardé pendant 2 heures. Donc, il y a un moment, faut arrêter, enfin, je ne dis pas ça contre vous, Philippe, que je connais peu, hein. Faut arrêter d'être pseudo-intello. La télé, c'est fait pour amuser, c'est fait pour divertir, c'est fait pour informer. Et je trouve que depuis Colargol, bah, ça le fait. Voilà. Alors moi, je suis d'accord avec vous, Sylvia, merci sur ce point-là. Non, oui, mais moi aussi, terriblement. Vous trouvez donc aussi que l'île de la Tentation, c'était trash. Énormément de respect pour votre carrière, ma chère Sylvia. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on peut en effet faire le choix de regarder ce qu'on veut, comme je le disais tout à l'heure. La seule chose que je trouve plutôt gênante en ce moment en télévision, c'est que, je vous dis, tout est assez formaté. C'est là-dessus que je voulais revenir. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est pas faux, mais sur les émissions, je vais vous donner un exemple, Anaïs. Je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de choses et sur ce que vous venez de dire. Mais par exemple, vous avez des émissions qui sortent du lot. Moi, par exemple, je ne peux pas rater une fois par an Prodige, présenté par Marianne James, avec des enfants extraordinaires qui ne sont pas des singes savants, qui sont des enfants qui jouent de la harpe, qui dansent, qui chantent et qui vont avoir la possibilité de rencontrer Capuçon. J'ai perdu le nom, pardon, du grand danseur, hein, c'est épouvantable. Oui. Patrick Dupont, non? Merci beaucoup, Patrick Dupont. Et voilà, donc, voilà, c'est encore France Télévisions. Oui, mais c'est France Télé. Mais par exemple, si vous prenez, je sais pas. Échappée belle sur France 5, bon c'est France Télé aussi, d'accord. Les émissions de cuisine. Vous allez sur les émissions de cuisine, pour le coup, sur M6, vous avez des programmes comme par exemple Le Meilleur Pâtissier, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des feel good, de la feel good TV. Pour le coup, on est sorti du côté concours où tout le monde s'arrache, voilà. Et ça c'est plutôt pas mal, hein, voilà, qu'on puisse faire de votre cuisine un peu. Oui, absolument. D'ailleurs, comment est-ce que vous expliquez cette inflation d'émissions sur la cuisine entre Top Chef, Master Chef, etc. Il y a 10 ans, 5 ans, ça n'existait pas, peut-être 10 ans, et maintenant on en voit de partout. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je peux vous en parler parce que j'ai lancé Master Chef sur TF1. C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dîner presque parfait a démarré avec donc des gens qui se notent entre eux, etc. Ça a cartonné tout de suite. Hein. C'était incroyable. Et je me souviens que cette marque Master Chef qui existait depuis très longtemps sous d'autres formes, plus, on va dire, moins chic que ce qu'a lancé l'Australie. Moi, quand je suis arrivée à TF1, et déjà à M6, j'avais envie de le faire, je vais vous dire, la cuisine, c'est tout simplement, comme d'ailleurs la déco, hein. C'est vous qui avez fait DNCO, je crois d'ailleurs. Oui, absolument. Mais c'est ce qu'on appelle des tendances. Hein. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à la cuisine, tout le monde s'est mis à la déco. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un recentrage sur tout ce qu'on a envie de faire soi-même. On a envie de se faire plaisir, de se faire une jolie maison. On a envie de faire des jolies tables. Il y a eu tout d'un coup, en 10 ans, un recentrage sur la famille, le bien-être, le cocooning. Et c'est pour ça que vous avez eu autant d'émissions sur la déco, l'immobilier, la cuisine, le style aussi avec Christina Cordula qui cartonne. Tout ça, c'est du recentrage de je m'occupe de moi, je me fais du bien, j'ai envie d'être bien dans ma peau, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Voilà. Je vous aime, Philippe, du coup, j'ai envie de vous dire. Je vous aime. Ah, merci, moi aussi. Ce qu'il faut aussi dire, Sylvia, c'est qu'en télévision, quand une recette marche, on va la décliner à l'infini jusqu'à lasser le public et ensuite on passera à autre chose. Vous parliez de tendance tout à l'heure et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, la télévision est dirigée par des gens qui font essentiellement du marketing, qui suivent des tendances et donc ça marche comme n'importe
n'importe quel produit. Aujourd'hui, un produit audiovisuel est comme un produit de supermarché. Il y a des tendances, on prend, on jette. Voilà, c'est devenu un produit de consommation comme les autres, ce qui n'était effectivement pas le cas il y a une vingtaine d'années. Après, je veux pas faire non plus la vieille conne. Mais vous n'êtes pas vieille, 2, vous n'êtes pas conne, alors vous pouvez pas faire ça. Non, mais je suis d'accord avec autre chose qu'a dit tout à l'heure Sylvia sur le fait que, vous savez, les gens disent qu'ils tombent toujours par hasard sur certains programmes, comme on n'ose pas dire qu'on lit la presse People, mais tout le monde l'achète. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. Moi, par exemple, il y a une émission que j'adore, qui est sur TF1, qui s'appelle Danse avec les stars. Ça, c'est un rendez-vous que je ne loupe pas. Mais pourquoi je regarde Danse avec les stars avec plaisir? Parce que c'est un rendez-vous de pur divertissement. Voilà, c'est-à-dire que voilà, on voit des gens danser, on a peur qu'ils tombent, c'est du direct, c'est super, on les voit évoluer d'une semaine sur l'autre, etc. Moi, j'adore cette émission pour me distraire purement et simplement. Voilà. Alors, c'est beau, ça fait plaisir. D'ailleurs, on n'a pas presque envie qu'ils tombent, mais parfois quand ils tombent, on est là, oh mon Dieu, on est hyper en empathie avec eux. Et surtout, moi, je me dis souvent, d'abord, j'ai décidé de jamais être une star pour que jamais on m'appelle, pour que jamais je ferais Danse avec les stars, tellement j'aurais trop peur. Mais en fait, vous voyez, si j'aime ce genre de alors si par exemple j'aime Danse avec les stars, c'est parce que pour le coup, c'est un programme qui ne ment pas. Il arrive comme un divertissement, il est là pour vous distraire. Vous vivez un petit peu les trucs côté coulisses, tout ça. Vous voyez, on parlait du meilleur pâtissier tout à l'heure. Voilà, on est dans du feel good, dans des bons sentiments, et en plus on se distrait. Donc ça, c'est plutôt agréable à regarder. Moi, ce qui m'embête, c'est la télévision qui ment. Et beaucoup aujourd'hui de programmes nous mentent parce que sous couvert du politiquement correct, derrière, tout est tout de même assez formaté et manipulé. Et c'est ça et aseptisé. Et aseptisé. Et j'ai plus de mal, par exemple, avec un magazine d'investigation qui s'affiche comme un magazine d'investigation sérieux, mais qui va vous demander, quand vous êtes journaliste, moi j'ai été journaliste dans des magazines d'investigation que je ne citerai pas, et pour lesquels on me demandait d'opérer des castings aussi difficiles qu'un Confessions intimes, sans pour autant être ce que l'on considère comme de la trash TV, de la télé poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous demande exactement la même chose, aller chercher des témoins hyper formatés. Je prends un exemple très concret. Il y a un vieux marronnier dans toutes les émissions d'investigation qu'on retrouve chaque année. C'est les nuits de folie à Saint-Tropez chaque été. Alors il faut du yacht et de la bimbo siliconée d'un côté, des bagarres aux sorties des boîtes de nuit de l'autre, vous voyez, et tout ça est préécrit à l'avance, c'est-à-dire qu'on vous commande ça en tant que journaliste. Mais l'émission s'affiche comme une émission dite d'investigation. Ça me pose un vrai souci. Voilà. Donc en clair, on fait un casting avec des types baraqués pour se bagarrer à la sortie des boîtes de nuit, des bimbos qui ont fait des heures de chirurgie esthétique, et on monte une histoire qui n'est absolument pas de l'investigation. Alors, c'est du théâtre. Attention, ne confondez pas la manipulation, c'est-à-dire la mise en scène de certaines séquences. Aucun journaliste aujourd'hui, et je peux en témoigner pour avoir travaillé pour beaucoup d'émissions, et même pour des émissions de type Confessions intimes, il n'y a pas de mise en scène. La force d'un casting, c'est de trouver le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire le personnage suffisamment extravagant pour ne rien avoir à faire en fait, pour simplement le mettre en situation éventuellement que son caractère particulier explose. Par exemple, quand vous faites un reportage sur une jalouse, on va faire en sorte de l'emmener dans une boîte de nuit où la jalousie va exploser. Mais il n'y a pas de mise en scène dans le sens où cette personne a surtout été castée parce qu'on sait qu'elle est hyper jalouse. Bon, c'est pareil. La bagarre, on va pas la provoquer, mais on va précaster peut-être des gens dans la boîte de nuit qui commencent à s'embrouiller et se dire ceux-là on va les suivre parce qu'il nous faut absolument une bagarre dans l'une des séquences du reportage, vous voyez. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment du formatage de A à Z. Vous confirmez, Sylvia Kahn? En fait, moi, j'ai pas travaillé sur des émissions sur lesquelles on formate comme ça, donc j'en sais rien, mais je crois Anaïs sur parole, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va devenir si Anaïs nous ment, hein? Voilà. Voilà. Donc c'est sûrement vrai. Voilà. Par contre, je voulais rebondir. Anaïs, vous disiez que certains sujets et thèmes sont tirés, mais jusqu'à la corde. Quand vous voyez les ch'tis à Las Vegas, les Marseillais à Cancun, les ch'tis contre les Marseillais, ou alors vous allez sur une autre chaîne, tiens, D23, où vous avez les tatoués à Madrid, les tatoués à New York, les tatoués à Paris, les tatoués à Bruxelles.
Comment est-ce que vous expliquez, parce que moi, en zappant, j'ai vu des heures, moi je suis pas resté, j'ai vu plein d'émissions de tatouage, des émissions où vous avez des gens qui ont un QI à peu près entre celui d'une huître et d'un bulot, qui discutent au bord de la plage à Las Vegas. Comment pas la plage à Las Vegas, pardon, la plage à Cancun ou dans le Nevada à Las Vegas. Comment est-ce que vous expliquez qu'on tire comme ça jusqu'à la corde des concepts, mais insupportables? Mais insupportable, Philippe, pardon, mais pour vous, parce que vous n'avez pas du tout envie de regarder ça. D'ailleurs, si je puis me permettre, je vous jure que personne ne vous y oblige. Hein. Mais ça, si quelqu'un vous y oblige, vous m'appelez et je m'en occuperai personnellement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le tatouage. Vous citez typiquement une tendance. Il n'y a jamais eu autant de gens, et je ne parle pas que des jeunes, qui se tatouent entre 1 et 25 tatouages, sur le corps pour les jeunes et même pour des femmes de 40 ans, de 50 ans. Et après, vous retombez tout le temps dessus, si je puis me permettre, c'est que, on va pas se mentir, il y a des économies sur certaines chaînes, enfin sur toutes les chaînes, pardon. Mais plus vous êtes en TNT, moins il y a d'argent, et plus vous allez vous coller des rediffs. Si ça se trouve, vous vous êtes même pas rendu compte que vous avez regardé 4 fois la même émission. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Philippe David. Tout d'abord, un nouveau meilleur vœu à toutes et à tous pour ce 1er janvier, pour ce premier seul contre tous de l'année. La télé française est une poubelle, c'est la théorie que je défends. Avec face à moi 2 voix féminines bien connues des auditeurs de Sud Radio. Avec Sylvia Kahn, dont on peut parler des 2 derniers livres, Mon ado est un gros naze, qui s'est déjà vendu à plus de 35 000 exemplaires, et Mon ex est un gros naze aux éditions Jungle, et Anaïs Maquinet de Necker, dont le dernier livre, Pour quelques minutes de célébrité, est édité par les éditions Anne Carrière, et vous le savez bien, toutes les 2 font partie de la Dream Team d'Isabelle Bresse dans l'émission Sud Radio, c'est vous, qui passe toutes les après-midi de semaine de 15h à 17h. Alors, on en parlait juste avant la pause. Vous n'avez pas eu le temps de répondre, Anaïs. Ces concepts, les ch'tis à Marseille, les ch'tis à Las Vegas, etc. Comment est-ce que vous expliquez qu'on les use autant à la corde ? Qu'on les use autant à la corde, c'est comme n'importe quel concept qui marche. La télé-réalité continue à marcher. Voilà. Là, les ch'tis à Miami, les ch'tis à Las Vegas, c'est simplement, on les déplace pour faire un peu voyager le public dans d'autres pays. Voilà, on les déplace simplement géographiquement, mais on reproduit le même programme d'une année sur l'autre, puisque de toute façon, ça marche. Il y a un public pour regarder la télé-réalité. Moi, ce que je constate en télé-réalité, c'est que, puisqu'on parlait un petit peu de manipulation, je pense qu'au tout début de la télé-réalité, quand il y avait le Loft, les toutes premières émissions de télé-réalité, la production tenait les rênes, c'est-à-dire qu'en effet, on avait une idée préconçue de ce que l'on voulait mettre à l'antenne, et ces petits personnages que l'on sélectionnait étaient comme des petites souris de laboratoire dont on faisait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la télé-réalité, les gamins la regardent depuis 15 ans, et que ceux qui acceptent de participer à des émissions de télé-réalité manipulent même la production. Pour faire, par exemple, dans les ch'tis, etc., vous avez des gars qui ont des boutiques de fringues à Lille ou à Marseille et qui ont besoin d'en faire de la pub. Vous savez combien coûte une page de pub sur une chaîne nationale ou même sur la TNT? Le fait de participer à ces émissions, c'est 1 mois d'exposition gratuite pour faire parler de soi et pour obtenir une certaine popularité. Donc c'est donnant-donnant, si vous voulez. Moi, je comprends les gens qui vont dans ce type d'émissions, mais pour répondre à votre question sur pourquoi ça marche et pourquoi on le tire jusqu'au bout, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui aiment la télé-réalité et qui, comme ceux qui regardent les magazines People, ont certainement une forme de curiosité, Voilà. Et du coup, imaginez, Philippe, on ferait une émission qui s'appellerait Les Philippe David, Anaïs Maquinet de Necker, Sylvia Kahn à Paris, à Sud Radio. Vous imaginez l'audience? J'imagine que ça ferait un carton. Là, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, pourquoi se plaindre? Tout est possible. Moi, je pense que les ch'tis, alors bon, j'avoue que j'ai du mal à le regarder, mais je peux comprendre que ça amuse une certaine partie de la population. C'est pas mon truc. Je suis persuadée que beaucoup de jeunes se marrent. Voilà, ça cartonne, ça fait des scores énormes. Donc je comprends aussi que les producteurs et les chaînes fassent les ch'tis à Marseille, les ch'tis à Las Vegas et les ch'tis à je sais pas où. Et voilà, on ne peut pas leur jeter la pierre. Les ch'tis à Lille ou à Dunkerque, ce serait pas incohérent, par exemple. Mais non, mais on peut le faire partout. Et ça me fait moins rêver parce que mettez des filles en bikini à Dunkerque en plein hiver, je suis pas sûre que vous fassiez beaucoup d'audience. Par contre, vous allez coûter très cher à la sécurité sociale en arrêt maladie. Exactement. Par contre, je voudrais rebondir sur ce dont on parlait. Vous avez dit, par exemple, Anaïs, que
quelqu'un qui vend des fringues, on va dire ça comme ça, il fait les ch'tis à Las Vegas ou les ch'tis à Marseille et ça lui fait un mois de pub sans discontinuer. Bah oui. Est-ce que vous croyez pas quand même que la magie, la grande magie de la télé-réalité, j'ai parlé dans mon intro d'une bimbo blonde et d'une bimbo brune que vous avez reconnue. Est-ce que vous croyez pas que la force de la télé-réalité, c'est que n'importe qui peut devenir une vedette en quelques minutes? Ah bah ça c'est le sujet même de mon roman quand même. C'est pour ça que je vous lançais ce ballon, ma chère. Exactement. Alors parlez de votre roman, allez-y. Je pense qu'en effet aujourd'hui n'importe qui peut avoir son petit quart d'heure de gloire, comme disait si justement Andy Warhol, en passant à la télé au moins une fois dans sa vie. Je pense que chacun d'entre nous va passer au moins une fois à la télé dans sa vie. Et je pense que il y a une frange de la population qui continue à rêver de paillettes et qui a aujourd'hui beaucoup plus accès qu'à l'époque de cette télé que vous aimiez tant, Philippe. Vous voyez dont je suis nostalgique. Vous êtes d'accord, Sylvia Kahn? Que n'importe qui peut devenir une vedette en 10 minutes? Oui, alors, j'ai envie de dire, malheureusement, oui. C'est un peu, pour moi, le vrai défaut de la télé-réalité n'est pas les gens qui la regardent, les gens qui s'amusent en la regardant, ni les gens qui la font, parce que pourquoi pas, et voilà, bon, je serais embêtée si mes enfants le faisaient, mais bon, ok. Le problème, c'est que tous ces gens-là ne sont pas armés après pour gérer la post-célébrité. On a vu chez certains les dégâts, et malheureusement, ça a provoqué chez beaucoup de jeunes, dans la jeune génération, les 15-25, j'ai pas besoin de bosser et j'ai pas besoin de travailler puisque je peux gagner 15 000 balles en faisant une émission de télé-réalité et après en allant faire l'idiot en boîte de nuit. Donc je pense que là maintenant il faudrait vraiment qu'il y ait un réel encadrement par rapport à ça si je peux me permettre, et je veux choquer aucun producteur avec qui je travaille, mais un suivi un peu plus, on va dire, sérieux des psys et des personnalités de ces jeunes qui... Je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent tout à fait faire de la télé-réalité et en ressortir indemne. Je pense qu'il y en a sur lesquels ça a eu de gros dégâts. Donc voilà, là je ris plus parce qu'on parle des jeunes et que je pense que ça peut être dangereux. Mais après, si c'est du divertissement, si c'est pour rigoler, si effectivement c'est pour faire la pub de ton magasin où tu vends des jeans, aucun problème. Voilà, moi je pense que ça ne pose aucun problème. Mais attention au message qu'on passe aux jeunes, surtout. Et une question là pour toutes les deux. Est-ce que pour vous, un jour, la télé-réalité risque de disparaître? Anaïs. Oui, moi je pense que c'est de la télé-réalité. Enfin, la télé-réalité, c'est un genre. Hein. Donc, il y a un phénomène de mode autour. Ça commence petit à petit tout de même à disparaître. C'est-à-dire que les grandes chaînes hertziennes sont moins sur le domaine de la télé-réalité, qui est plus aujourd'hui réservé à la TNT. Donc, c'est un genre qui est amené à s'épuiser. Mais certains codes de la télé-réalité, comme je vous disais, l'installation de caméras pour être en fait plutôt un témoin un peu voyeur du quotidien plutôt que d'utiliser une vraie caméra, un vrai ingénieur du son et aller faire de la vraie enquête. Ça, je pense que ce qu'on a appris de la télé-réalité techniquement va se poursuivre. Je pense notamment aussi aux quelques émissions d'investigation qui aujourd'hui utilisent des GoPro pour être au plus près de l'action. On équipe aujourd'hui les pompiers, les policiers de GoPro pour filmer eux-mêmes une partie de leurs interventions. Vous voyez, donc tout ça, c'est issu de on va dire, de cette école de la télé-réalité, de cette culture. Mais la télé-réalité d'enfermement, etc., je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Oui, pardon Philippe, d'autant plus qu'au tout départ de la télé-réalité, le premier Love Story, les jeunes ne savaient absolument pas ce qui allait leur arriver et ils étaient, on va dire, candides par rapport à la caméra. Ils se rendaient absolument pas compte, même s'ils le savaient qu'ils étaient filmés 24/24, ils se rendaient absolument pas compte de ce qu'ils faisaient et ils ne jouaient pas la comédie. Et à partir du moment où on a commencé à être en saison 2, 3 et puis Secret Story et compagnie, les gens qui maintenant sont les acteurs de télé-réalité et maintenant je dis bien sont finalement des acteurs et ne sont plus filmés à leur insu, de leur plein gré comme disait Richard Virenque. Ouais, voilà, c'est ça.
Maintenant, ils savent exactement ce qu'ils font, ils calculent les dialogues, ils calculent leurs actions pour se dire si je fais ça, si je quitte machin, si j'embrasse bidule, je serai plus filmé, etc. Donc la vraie télé-réalité du tout départ a perdu, a déjà vrillé en fait et est déjà totalement différente. Et je pense qu'Anaïs a raison dans le fait que ça va disparaître ou du moins prendre une toute autre forme. Et déjà aujourd'hui, ça a beaucoup plus une forme de divertissement joué par des gens que on filme des gens dans un endroit fermé et on regarde ce qu'ils font. Voilà. Alors, on parlait des émissions de télé. Alors, on a parlé un peu de celles qui ont disparu, de celles qui aujourd'hui, à mon avis, polluent le paysage audiovisuel français. Mais j'aimerais vous parler des séries et des feuilletons. Et puis, je vais vous refaire une petite séquence nostalgie, vous m'en voulez pas. Moi, les séries de mon enfance, on se plaint aujourd'hui que les enfants, les jeunes sont pas cultivés, ne lisent pas. Moi, les séries de mon enfance, il y en a qui m'ont fait aimer l'histoire. Il y avait par exemple Thibaut ou les Croisades, je sais pas si vous vous en rappelez. Il y avait les Brigades du Tigre qui nous permettaient de découvrir avec les voitures qu'on démarrait à la manivelle dans les premiers épisodes avant la guerre de 14, comment la police scientifique est née sous Clémenceau. Puis j'ai adoré quand j'étais gosse les Têtes brûlées qui montraient la guerre dans le Pacifique. Je ratais pas un épisode. Alors, c'était pour la littérature. Rappelez-vous la série, Michel Strogoff qui était tirée du roman de Jules Verne qui se passait en Russie avec le méchant colonel Ogareff et le gentil Michel Strogoff, Jacques le Croquant, l'île aux 30 cercueils. Est-ce que vous avez, mesdames, une série ou deux ou trois, un feuilleton qui vous a marqué dans ces années-là, dans les années de votre jeunesse? Alors, pardon, je vais intervenir en premier, Anaïs, juste pour faire encore mon Oediproie, puisque vous êtes beaucoup trop jeunes, Philippe et Anaïs aussi, mais mon papa, Jean Canol, a créé la première série télévisée qui s'appelait Le Temps des copains en 1961 avec Henri Tizot qui a fait donc le succès d'Henri Tizot, qui a fait le succès de la première chaîne, c'est normal puisqu'il n'y avait qu'une chaîne, et oui. Les gens, il faut le savoir, rentraient chez eux, par exemple il y a des médecins qui ont été interviewés dans une émission de France 3 à ce sujet, ils rentraient chez eux pour ne pas rater ce feuilleton. Donc bien évidemment, les feuilletons de notre enfance, et mon père a fait aussi Morin des Morts, il a fait plein de séries télévisées qui ont cartonné. Maintenant, moi je vais vous dire, je regarde plein de séries françaises et américaines, que ce soit Joe, que ce soit No Limites, que ce soit Une chance de trop qui était de la fiction feuilletonnante. Je regarde énormément de choses de tous les pays, que ça va de la France à la Norvège en passant par les États-Unis, le Danemark, et je trouve qu'il y a des choses extraordinaires qui nous apprennent des choses, qui nous divertissent, qui nous amusent, qui nous tiennent en haleine. On se dit oh là là non, je vais pas sortir lundi prochain parce que je veux pas rater l'épisode numéro 3. Moi j'ai été bercée par Urgence, mais comme une dingue avec Georges Clooney. J'ai été bercée par Grey's Anatomy. Enfin, moi je pense que l'offre est différente encore une fois et elle est géniale, elle est immense. J'ai énormément de mal parfois à me dire mais mince, j'ai raté ça, je peux pas le voir, et vas-y le replay, et vas-y sur mon iPad, et à passer parfois des nuits entières à regarder des trucs que j'ai ratés. Je trouve qu'il y a énormément de choses. Mais vous parliez de ces séries-là, pour moi, Grey's Anatomy, etc., ce ne sont pas des séries qui incitent à s'intéresser à l'histoire ou à s'intéresser à la littérature. C'est de la série pure et dure. Et Versailles, Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec Versailles ? Versaille, oui, c'est une exception, merci, c'est vrai. Non, mais c'est sur une chaîne payante. Mais c'est sur une chaîne payante. Oh, la mauvaise foi, je raccroche. Bonne année. Non, mais je pense aussi à toutes les séries réalisées par José Dayan, etc. Ce sont des séries documentées là pour le coup. Moi, je suis d'accord avec Sylvia. La qualité des séries aujourd'hui n'est pas moins bonne qu'à l'époque, bien au contraire. Bon, bien sûr, moi, je suis une fan absolue de séries américaines. En ce moment, je suis par exemple, The Affair. Je pense aussi à une super série justement qui traite de la télé-réalité qui va bientôt arriver, qui s'appelle Unreal et qui est géniale, qui se passe dans les coulisses d'un bachelor, etc. Les Américains sont vraiment excellents. Maintenant, les Français commencent, notamment en faisant venir des gens du cinéma pour réaliser des séries télé, à être ultra puissants. Prenez 10%, prenez Les Revenants, Braco, etc. Ce sont des émissions qui aujourd'hui sont même primées, des séries qui sont primées à l'étranger. Mais toutes sur des chaînes à péage. Les séries françaises commencent à exister vraiment à l'international. Pardon, oui, mais c'est vrai que 10%, je crois que c'est France 2. Anaïs, je me trompe pas. Mais Versailles et Braco, c'est Canal+. D'accord, mais après, de toute façon, vous pouvez les avoir en DVD, vous pouvez les avoir après. Non, mais Philippe, non, je ne suis pas d'accord. Voilà,
non, je pense que sur les séries, pour le coup, on est en train d'assister à un tournant vraiment intéressant sur la production française. Pour le coup, là, il se passe des choses. Par contre, vous parliez tout à l'heure d'émissions, de séries qui avaient une dimension historique. Moi, j'ai créé un programme sur M6 qui s'appelle L'Histoire au quotidien, présenté par Mac Lesguy, et qui raconte le quotidien des Français à une époque donnée de l'histoire. Donc, on a fait Louis XIV. Ensuite, le deuxième, c'était sur la Révolution française et la Révolution industrielle. Voilà, c'est une manière de faire en fait de la vulgarisation historique pour redonner le goût justement de l'histoire aux jeunes téléspectateurs. Pour le coup, c'est diffusé sur M6. Donc, il y a quand même une volonté de faire des programmes de qualité et des programmes de culture. Ah, mais permettez-moi de vous dire juste avant la pause que les émissions de Mac Lesguy, ou de C'est pas sorcier sont toujours des émissions hyper intéressantes pour les 7 à 77 ans. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Philippe David. La télé française est une télé poubelle, c'est le point de vue que je défends dans ce premier Seul contre tous de 2016 et face à moi, deux voix féminines de charme et de choc, bien connues des auditeurs de Sud Radio et puis pleines d'humour aussi, avec Sylvia Kahn, dont le dernier livre Mon ado est un gros naze s'est déjà vendu à plus de 35 000 exemplaires et elle avait également écrit Mon ex est un gros naze aux éditions Jungle, et Anaïs Makiné de Necker, dont le dernier livre Pour quelques minutes de célébrité est édité par les éditions Anne Carrière. Vous connaissez bien ces deux voix parce qu'elles font partie de la Dream Team d'Isabelle Brest dans l'émission Sud Radio C'est vous qui passe toutes les après-midi de semaine de 15h à 17h. Alors mesdames, pour terminer l'émission, c'est le premier jour de l'année, je vais vous demander de dévoiler vos rêves aux auditrices et aux auditeurs. Votre chaîne de télé rêvée, ce serait quoi ? Et c'est noté sur combien au bac ? C'est COEF combien là ? Parce que là c'est COEF 10. C'est super dur comme question. Alors, je peux y aller, Anaïs ? Vas-y. Alors, déjà, ce serait une émission où il y aurait d'abord toute la matinée Philippe David, voilà. Donc, c'est une excellente chaîne. Il nous parlerait de tout ce qu'il aime, c'est-à-dire les tatouages, les ch'tis et tout ce qui est télé-réalité. Bon. Ensuite, il y aurait Anaïs Makiné de Necker qui nous ferait toute l'heure du déjeuner, voilà. Bon, alors pour être plus sérieuse, pour ronchonner, et voilà. Et pour nous raconter tous les dessous des tournages qui ont déjà été dévoilés un petit peu dans cette émission. Non, mais moi, mon rêve, honnêtement, ça serait de prendre un petit peu partout, c'est-à-dire, par exemple, du Prodige sur France 2, du théâtre d'M6, de l'infrarouge que j'adore aussi sur France 2, une bonne série française comme une chance de trop, j'espère que je me trompe pas, avec Alexandra Lamy que j'ai adoré, 10% sur France 2 en série aussi, de l'américain, alors là de l'américain, soit du gros film avec Kevin Costner ou avec Brad Pitt, du bon film français, que ce soit du vieux avec Oscar, avec de Livre Robert, avec du Claude Lelouch, voilà, et puis de l'info, beaucoup d'infos, mais pas de l'info à la minute, de l'info ramassée, travaillée, comme on peut voir dans les par exemple les contre-enquêtes que j'adore aussi, voilà en gros, et puis surtout de l'humour, beaucoup de divertissement, parce que moi je regarde beaucoup la télé pour me divertir, et puis des magazines où on apprend, mais on apprend pareil, pas de façon intellectuelle. Je ne suis pas une intello, je n'aime pas qu'on essaye trop de me casser les pieds avec des trucs que je comprends pas, voilà. Donc moi j'aime l'info, mais de façon adaptée à tous, voilà. Et puis à la fin, c'est moi qui ferai la fin de soirée où je me permettrai de vous faire rire, j'essaierai quoi. Voilà. Enfin, Sylvia, avant de donner la parole à Anaïs, rassurez-moi, vous me donnez la parole le matin sur votre chaîne de télévision, mais vous en profiterez pas pour ensuite faire un livre intitulé Philippe David est un gros naze. Jamais je ferai ça, vous m'entendez, Philippe ? Jamais. Ah bon, au moins ça me rassure. Mais ça serait bien de vous avoir là en coup de gueule, comme ça, ça serait drôle. Anaïs Makiné de Necker, votre télé rêvée, c'est quoi ?
Moi, je pense que c'est l'avenir de la télévision. C'est-à-dire que je pense que la télé, telle qu'elle est aujourd'hui, finira par mourir de sa belle mort. C'est-à-dire les chaînes avec des programmes imposés. Je pense que la télé de demain, et celle dont je rêve, c'est finalement une télé à la demande. Aujourd'hui, on voit les vidéos à la demande. Moi, je ne sais pas si vous regardez, vous plantez vraiment devant votre écran à 20h50 pour suivre le film, ou si vous avez tendance ou à l'enregistrer ou à le regarder en replay, par exemple. Pour ma part, je regarde énormément de replays ou de vidéos à la demande. Donc, pour moi, l'avenir de la télé, ma télé de rêve, c'est une télé à la carte où je peux regarder les programmes que je veux à l'heure qui me convient. Voilà. Donc, que ce soit des documentaires. Alors, l'autre aspect, ce serait une chaîne. Pourquoi pas payante, comme vous voyez, quand vous voulez acheter de la musique aujourd'hui sur l'Apple Store, vous payez 99 centimes d'euros votre morceau, l'unique morceau, vous n'êtes pas obligé de vous taper tout l'album. Et ben pour moi la télé de demain c'est ça, c'est une télévision pour laquelle je vais payer 99 centimes d'euros pour regarder un super documentaire que j'ai envie de voir, dont je sais qu'il n'est pas manipulé par les marketeurs qui se trouvent derrière. Ensuite je vais me regarder un bon et pur divertissement, un bon film, voilà. Donc finalement, c'est un petit peu la télé que proposait Sylvia, voilà, mais à la demande. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Anaïs et moi je fonctionne beaucoup en replay parce que on n'est pas toujours là au bon moment, parce qu'on a parfois plein de choses, d'autres choses à faire ou d'autres choses à regarder. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Anaïs, c'est tout à fait ça. Et si, tiens, allez, il nous reste encore un peu plus de 2 Sylvia, minutes. on peut la monter cette chaîne toutes les deux ? Mais oui, on va se rappeler après, bien sûr. Bah vous auriez pu me convier quand même, hein. On verra, Philippe, on verra, ça va dépendre de la fin de l'émission, là. Philippe, vous animerez le débat star de cette chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. Comme vous avez beaucoup d'humour, on va terminer sur une pointe d'humour. Si vous deviez faire une émission toutes les deux, tiens, allez, en brainstorming, qu'est-ce que ce serait ? Toutes les deux ensemble. Alors tu sais, c'est un peu moi je vais pas répondre parce que c'est un peu le truc, comme vous avez de l'humour, c'est à la fin des repas, bon bah fais-nous rire. Et c'est là qu'on est plus du tout drôle. Et non, mais je pense que ça serait très très grave si on faisait un truc avec Anaïs. Je sais pas, là moi je préfère la laisser diriger de la ça serait très riche parce que bon déjà on s'entend bien même si on n'est pas tout à fait d'accord sur tout et qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Je pense que voilà l'humour de Sylvia serait d'une richesse incroyable pour construire un programme un peu décalé. Et puis moi j'accepterais d'être la caution sérieuse un peu chiante parfois. Ouais, puis quand même, Anaïs, on n'a pas dit parce qu'on est en radio, mais on est aussi un peu, on est très belle. Ah mais ça je confirme. Donc si vous voulez, c'était une espèce d'émission de 2 bombes sensuelles, sexuelles, beautiful. On nous appelle The Bodies nous quand même en télé. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la radio d'ailleurs. Mesdames, on avait connu une série américaine célèbre qui s'appelait 2 flics à Miami. Là, vous, on pourrait en faire une avec vous, 2 bombes à Paris, c'est ça ? Ah oui, grave. En fait, on a des tronches à faire de la radio. Oui. Mais c'est bien parce que du coup, on est sauvés. Hein. Dans notre vie, on savait pas quoi faire et on nous a dit, bah tiens, t'as un physique de radio, vas-y. Voilà. Écoutez, mesdames, on termine sur un grand éclat de rire, ce premier seul contre tous de l'année. Alors, je me permets de vous souhaiter à nouveau à toutes les deux et à toutes les auditrices et auditeurs une très bonne année 2016. Merci à vous. Happy New Year.